et bienvenue dans cette masterclass. Salut Samir, Bon. Salut Olivier, comment vas-tu? merci. Ben écoute, en bonne forme et toi? Ah ouais, ça va pareil. Ben, écoute, on est ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc c'est masterclass hebdomadaire. Vous pouvez nous retrouver tous les mardis de 5h à 18h. Donc masterclass que je co-anime avec Laurent Hannet. Et donc c'est dans le cadre du programme d'accompagnement Croissance pour tous, qui s'adresse aux entrepreneurs, solopreneurs, créateurs d'entreprises et qui souhaitent mettre en place des stratégies de croissance pérennes. Donc, j'ai la chance de pouvoir travailler avec Laurent maintenant depuis 2 ans sur ce programme d'accompagnement. Et donc, dans le cadre de ce programme d'accompagnement, on a accès à différents types de contenus et notamment ces masterclass qu'on a décidé du coup de rendre grand public. Alors, bien évidemment, c'est l'occasion pour nous de faire parler du programme, mais c'est aussi surtout l'occasion de faire intervenir différents experts sur tous ces sujets qui sont prégnants pour les entrepreneurs qui souhaitent développer leur activité. Et on va donc parler dans ces masterclass sur des sujets vraiment très, très, très opérationnels liés aux techniques de vente, au marketing, au digital, à l'intelligence artificielle depuis quelques temps maintenant, hein, qui s'est invité de la partie dans nos activités commerciales. Et puis, on a de temps en temps également des coachs qui interviennent pour nous maintenir le mental à un niveau suffisant, notamment dans ces périodes qui parfois peuvent être un peu compliquées. Alors, je suis très content, Samir, de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et avant de te céder la parole, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver alors, en live sur la chaîne YouTube Croissance pour tous et également sur LinkedIn à travers la chaîne Croissance pour tous et puis les profils de vos serviteurs, Olivier en l'occurrence et puis également Laurent. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous voir, c'est la magie du streaming, à nous voir en live et surtout en replay. Je me permets, Samir, voilà, pour ceux qui seraient pas en direct avec nous, si vous avez des questions ou si vous souhaitez, suite à cette masterclass, contacter Samir pour approfondir et avancer sur le sujet du jour. Je pense que le plus simple, Samir, c'est de te contacter sur LinkedIn. Donc, Bien sûr. Samir va vous donner ses coordonnées. Et puis, le cas échéant, si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à contacter Samir. Alors, Samir, encore une fois, merci de ton Merci à toi. temps de participer à cette masterclass aujourd'hui avec nous. Alors nous, on se connaît depuis un bon bout de temps maintenant. On collabore sur certains dossiers ensemble. Oui, Et mais tu vas te présenter. Mais ouais, bien sûr. donc toi, tu fais avec BS Stratégie du conseil en stratégie que j'appelle moi opérationnel. Exactement. Ouais. Voilà, très 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 opérationnel. Tu accompagnes maintenant depuis. Ça fait une vingtaine d'années que tu fais ça, Alors ça il me fait, semble. j'ai démarré le conseil effectivement en 2008, donc ça fait pas encore 20 ans. Presque. Voilà, ça fait Une presque grosse 20 quinzaine ans. d'années. Exactement. Une grosse quinzaine d'années où tu interviens, donc tu as toute la partie stratégie de manière opérationnelle et tu as Exactement. développé tout au long du temps une connaissance très fine de différents secteurs d'activité. C'est ce qui est Tout à fait. intéressant également dans ton approche, puisque de par ton expertise, ton expérience et aussi auprès de grandes entreprises, c'est très intéressant que tu viennes partager tout ça avec nous C'est aujourd'hui sur gentil. un sujet qui me touche, qui m'intéresse tout particulièrement. Donc là, on est dans une masterclass où on va parler d'une technique de vente. Alors, des techniques de vente, il y en a plein, Oui, mais on va parler, et on n'a pas choisi celle-là par hasard. On oui, va parler de la technique de vente du son casse, mais je vais pas teaser, je vais te laisser t'en parler. Mais ce que je trouve très intéressant dans cette technique de vente, c'est que c'est un modèle qu'on utilise bien évidemment dans notre posture commerciale, mais qu'on peut également utiliser dans nos communications. tout à fait. Communications, qu'elles soient écrites, digitales, mais également si elles sont de manière interpersonnelle. Et c'est justement cette duplication de ces techniques dans finalement nos différentes formes de communication que je trouve pour le coup hyper intéressant puisqu'on a un modèle qui est hyper opérationnel, hyper efficace. Tu vas nous en parler. Oui, Et puis j'ai découvert avec ta présentation que voilà, maintenant le son casse, on rajoutait un E à la fin.
Et ça, tu vas nous en parler. Et effectivement, on s'aperçoit que de plus en plus, il y a des appels d'offres qui sont dirigés vers ça. Mais ça, tu vas nous en parler dans quelques instants. bien sûr. Samir, écoute, je te propose de démarrer. Allez, ça va. Je me permettrai, alors j'ai la tête qui tourne à droite parce que du coup, je suis sur mon autre écran sur Bien les réseaux sûr. sociaux. Et donc, je me permettrai, le cas échéant, de t'interrompre dès lors que je recueille des informations sur Bien les sûr. réseaux, pas des Ouais, ouais. informations, des questions, pardon. Et puis là, il y a quelques personnes qui sont dans le Zoom. Si vous souhaitez prendre la parole, vous avez un chat. N'hésitez pas à mettre vos questions ou à lever la main si vous avez activé votre caméra. Bonjour Céline, comme c'est le cas. Vous pouvez activer votre micro et prendre la parole directement. C'est tout l'intérêt de venir dans le Zoom. Sinon, ceux qui nous regardent sur les réseaux, n'hésitez pas également à poser vos questions. Samir, écoute, Allez, tu me je te laisses laisse la la main. parole. Je te laisse te présenter d'abord, peut-être en préambule. Alors, tout à fait. Alors, ce que je vais faire, je vais partager mon écran, comme ça, je vais pouvoir dérouler le petit support que j'ai préparé. Tu me dis si c'est bon pour toi. C'est impeccable. Allez, ça va, ok. Alors, attends, je vérifie que moi, j'ai la main aussi sur l'écran, parce que comme ça me permet de le voir. Hop, voilà. Et voilà, là, c'est bon, et je déroule. Voilà, là, c'est bon, vous voyez ce que je suis en train de Impeccable. dérouler? Ok. On est bon. Donc, je vais me présenter rapidement. On va parler effectivement du son casse, expliquer ce que c'est vraiment que le son casse. Regarder comment on le construit, donc avec pas mal d'éléments sur lesquels je vais essayer d'intervenir et donner des éclairages. Et puis bien évidemment après derrière, alors derrière ou pendant finalement hein, sur la totalité du déroulé, en fonction des éléments que tu auras et que tu me feras remonter, bah, j'essaierai de répondre aux questions. Je dirais toujours j'essaierai parce que il peut y avoir des choses effectivement sur lesquelles j'ai pas une réponse immédiate, mais cela étant, s'il y a des questions à laquelle j'ai pas de réponse, je pourrais vous apporter au-delà de l'intervention, effectivement, des réponses. Donc rapidement, je m'appelle Samir Mixi, moi j'ai 53 ans, alors je suis consultant effectivement depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on a trois activités au sein du cabinet. On a une activité qui est vraiment sur la stratégie, une activité qui est centrée sur l'innovation et une activité sur la partie commerciale. Je ne vais pas m'étendre plus, là il y a des références. Ce que j'ai voulu souligner, c'est que j'ai découvert la vente en 1993 pendant mon cursus scolaire en faisant une école de vente. Alors, c'était l'école de vente gagnant Bernard Tapie et j'ai découvert ce que c'était que la vente. Et c'est ce qui a permis finalement enfin, c'est ce qui a permis ou c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai réorienté. J'ai continué dans l'univers de la chimie, mais j'ai essayé de trouver une formation qui me permette de faire et du commercial et de la chimie. Et finalement, derrière, dans mon expérience, bah, c'est vrai que j'ai fini par réorienter vers la partie commerciale. Alors, j'en dis pas plus. Le sujet, c'est le son casse. Donc, je garde en haut à droite une devise. Et c'est vrai que dans la partie commerciale, il faut l'avoir en tête. C'est de dire que finalement, il n'y a jamais rien d'impossible. Et je vais même aller plus loin. On m'a beaucoup serigné dans la tête qu'une fois qu'on avait atteint l'impossible, on essayait de viser l'impensable. Voilà. Donc, dans une démarche commerciale et dans l'ensemble des éléments, finalement, aucune montagne n'est impossible à gravir et on essaie d'y aller. Alors, le son casse, euh, première des choses, effectivement, c'est un acronyme. Et alors, vous voyez, j'ai mis son casse sans le E et son casse avec le E. Et au début, quand on apprend ce que c'est que le son casse, en fait, on parle de son cas. Et on parle spécifiquement en disant quel est son cas, quel est le cas de cette personne-là. Et ça permet finalement d'avoir, et vous le verrez, alors vous le verrez forcément dans ce webinaire, mais dans les techniques de vente, quand on dit les techniques de vente, et comme l'a dit Olivier tout à l'heure, il y a énormément de techniques de vente. Ça, c'est une technique qu'on utilise, qui est assez facile à appréhender et qui permet d'améliorer finalement la relation qu'on va avoir. Alors, l'acronyme signifie sécurité. Alors, je reviendrai effectivement dans le détail de ce que ça veut dire. Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. Ça sert à identifier en fait ce qu'on va appeler les mobiles d'achat, les raisons principales pour lesquelles les gens achèteraient. Quand on dit les raisons principales, et je vais prendre un cas concret, quelqu'un qui veut acheter une voiture parce qu'il a une voiture familiale et qui souhaite en changer, bien évidemment, son besoin, c'est d'acheter une voiture, mais son mobile d'achat, ça va être potentiellement de vouloir acheter une voiture qui sera confortable parce qu'il veut transporter sa famille,
qui peut avoir un élément plus sécurité parce qu'effectivement, il veut protéger sa famille il les emmène en vacances. Et l'objectif, c'est finalement de dire qu'aujourd'hui, on a tous globalement en nous euh, des mobiles d'achat qui s'appuient sur le Soncas. Cela étant, quand on va faire un acte d'achat, on a souvent un ou deux mobiles qui sont prépondérants par rapport aux autres. Et donc l'intérêt de pouvoir savoir que ça existe, bah, forcément, c'est derrière, vous le verrez, de pouvoir s'y préparer. Et du coup, quand on se prépare à quelque chose, on a quand même plus de chances que la relation commerciale qui va agir, ou même tout simplement la communication, se passe de meilleure façon. Voilà. Donc le son casse, quand on remonte, alors j'ai essayé de regarder un petit peu l'historique, euh, on, on voit apparaître cette méthode commerciale dès les années 60. C'est-à-dire que dans les premières approches commerciales, déjà, on parlait de son casse. Et on se rend compte que en 93, et pour certains d'ailleurs, ils disent que la méthode son casse avec un E a été développée par Jean-Denis Laradé qui faisait du commercial alors qu'il était commercial au GNFA, dans Et moi, ça l'automobile m'a encore. surpris quand j'ai vu ça, 93, quand tu m'as envoyé ta présentation, là, ça m'a Oui. surpris. Oui, Je alors, trouvais ça tu sais lointain. quoi? J'ai repris des livres, parce que quand j'ai fait l'école de vente de Bernard Tapie, j'ai repris un livre. Donc, je cite d'ailleurs un livre de Bernard Balmel, qui était quelqu'un qui avait fait l'IAE, qui avait fait aussi toute sa carrière au sein d'entreprises de Bernard Tapie. Et en fait, je regardais dans son livre, qui était écrit en 2000, qui était écrit en 98, non, c'était en 1988, pour voir si justement il parlait du son casse avec un E. Et il parlait d'un son casse sans le E, c'est-à-dire le son K. Et effectivement, le E, quand on regarde un petit peu tout ce qu'il arrive, il semblerait que l'auteur finalement de la méthode son casse avec un E vienne de cette personne-là. Voilà. À l'époque, l'écologie, c'était quelque chose qui n'était pas forcément extrêmement développé. On le retrouvait souvent soit dans la nouveauté, parce que c'était des tendances et que c'était plutôt quelqu'un qui était dans cette dimension écologique, soit on le retrouvait dans des profils orgueil. Voilà. Et en fait, alors effectivement, quand on écrit le son casse et qu'on le travaille, on le verra après, l'objectif, c'est finalement de donner des outils de compréhension. Et il n'y a rien qui est immuable, hein. Ce qui est immuable, c'est de comprendre le client, d'essayer d'identifier comment est-ce qu'on pourrait satisfaire à sa demande. On met des cases pour se préparer, mais l'objectif, c'est finalement ce que va nous dire l'interlocuteur. Voilà. Et puis, et moi, ça a été le cas, par exemple, là, j'ai parlé de la méthode DISC ou la méthode MBTI. Alors, c'est des méthodes qui sont utilisées pour identifier la personnalité des différentes personnes. Dans la méthode de DISC, c'est la méthode des couleurs, il y a 4 grandes couleurs. Il y a la possibilité de décliner comme ça 12 profils de personnalité. Le MBTI, c'est un gros test de personnalité américain, c'est le Myers-Briggs qui a développé cet outil-là. Et en fait, moi, il y a quelques années, j'ai retravaillé la méthode commerciale en utilisant le MBTI. Voilà. Et donc, au lieu de partir de 5 ou 6 ou 7 profils, eh ben, on arrive finalement à écouter les gens et à comprendre qu'il y a beaucoup plus de profils que ça. Et du coup, on rentre de façon beaucoup plus fine dans la compréhension de l'interlocuteur et de fait dans la capacité à pouvoir lui répondre et à pouvoir argumenter et puis avoir une relation commerciale. Voilà. Donc, je vais reprendre maintenant l'ensemble finalement alors j'ai dit des points et finalement du son casse. Donc, premier élément, c'est la sécurité. La sécurité, on se rend compte souvent alors on se rend compte souvent quand il y a des actes, que c'est un des premiers éléments souvent qui est relevé quand on a des discussions avec les personnes. Et j'ai voulu du coup mettre en perspective par rapport à la pyramide des besoins de Maslow. Quand on fait du marketing, une des premières choses qu'on apprend, alors je donne des cours en marketing et innovation à la faculté de Saint-Jérôme, et c'est vrai que les étudiants, une des premières choses qu'on leur explique en marketing, c'est cette notion de pyramide des besoins. Et on se rend compte que la sécurité, bah, c'est le deuxième finalement besoin de l'individu, après les besoins physiologiques, hein, le fait de respirer, de se nourrir. Et ben, en fait, derrière, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on ait un toit, qu'on ait en sécurité, qu'on ait un travail. Et ça, ce sont des éléments qu'on va retrouver ensuite chez l'acheteur. Hein. Souvent, quand on est dans des périodes, et comme les périodes qui sont aujourd'hui, on verra, il y a un deuxième profil qui est assez important. La sécurité, et vous verrez le profil argent, sont des éléments qui reviennent quand on est dans des périodes un petit peu de contexte difficile.
Voilà. Donc les mots qui reviennent, enfin les mots qui peuvent être utilisés par le vendeur, mais des mots qui peuvent être utilisés aussi en termes d'expression par la personne qui va exprimer son besoin, quand vous allez lui poser des questions, eh ben, c'est des mots de certification, d'agrément, est-ce que vous avez des références, mais je ne vous connais pas, ou est-ce que votre produit il est fiable, est-ce que vous avez des avis, est-ce qu'éventuellement vous avez des garanties, est-ce qu'on pourrait définir un cahier des charges. Ça veut dire qu'effectivement, à un moment donné, eh ben, on a en face de nous quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Voilà. Donc, on essaie ensuite de capitaliser là-dessus et de pouvoir travailler, d'essayer de comprendre. Je reviendrai dessus encore une fois un petit peu après. Ensuite, deuxième profil, on a l'orgueil. Donc, je continue dans le son casse. Je vais juste garder un élément, là, c'est le je le vaux bien. D'accord. Le profil orgueil, c'est en général une personne qui veut ce qu'il y a de mieux et puis qui souvent a besoin d'être valorisée par rapport à son environnement. Voilà. C'est des gens qui souvent, alors encore une fois, quand je dis souvent et quand on met des gens dans des cases, j'aime pas tellement ça, mais ça permet quand même de s'aider à se préparer. Et c'est souvent des gens qui veulent se démarquer, qui veulent bien des propositions un petit peu particulières, qui veulent des choses qui sont uniques ou alors qui veulent se valoriser. Ça m'est arrivé de rencontrer des chefs des ventes qui s'étaient acheté une jolie Rolex, considéraient qu'effectivement pour eux c'était important, et que même quand il faisait froid, eh ben, ils étaient en t-shirt ou en chemise courte, parce que comme ça on pouvait regarder leur Rolex et faire en sorte qu'on comprenait qu'ils avaient bien réussi. Bon. Eh ben, quand vous avez ce type de profil, c'est vrai que c'est assez facile de bien comprendre ce qu'ils attendent, et puis derrière, eh ben, d'essayer de mettre en avant les éléments que vous pouvez mettre en avant, si vous pouvez le mettre en avant, pour essayer de les convaincre. Donc quelques mots-clés: privilège, unique, exception, sélection, important, haut de gamme, série limitée, de la conception sur mesure, des offres VIP. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent être dans la discussion et dans l'échange. D'accord. Ensuite, Est-ce que c'est là où on vient jouer aussi sur les effets de rareté, où la rareté, ben, on crée le sentiment de rareté ou d'urgence alors, chez le client qui se sent un peu du coup. alors chez chez la personne qui est orgueil, on va pas jouer sur l'urgence. On va plutôt jouer sur le côté rareté, c'est-à-dire, ou alors lui dire qu'effectivement, ça sera un des premiers à pouvoir bénéficier C'est de ça. cette opération, de cette solution, qu'on a développé la solution particulièrement pour des clients VIP comme lui. Voilà, c'est-à-dire qu'on va vraiment le mettre en avant et lui dire, on a quelque chose qui correspond finalement à votre standing. Il est sur un piédestal. Alors, la difficulté avec un orgueilleux, et ça, bon, c'est dans la relation commerciale, c'est malgré tout, quand on est dans une discussion, et on le verra tout à l'heure sur les registres d'expression qu'il peut y avoir, c'est d'arriver malgré tout à lui faire comprendre qu'on n'est pas en dessous de lui dans une relation, pour qu'on puisse discuter d'égal à égal. Et quand on discutera d'égal à égal, effectivement, il sera attentif aux mots qu'on lui dira. Voilà. Si il considère qu'on est un vassal dans la relation et qu'effectivement il sait mieux que nous, il est plus fort que nous, il sait tout mieux que nous, c'est même pas sûr qu'il écoute ce qu'on lui dise. Donc ça, même dans la façon dont on va s'exprimer, la façon dont on va discuter avec les personnes, eh ben, il est important, un, de se positionner, et puis après, effectivement, de réussir à le convaincre que bah, ce qu'on lui apporte, ça va continuer à l'aider dans son positionnement, d'orgueil, mais de différenciation par rapport aux autres. Voilà. Euh, alors, l'autre profil, effectivement, c'est la nouveauté. Donc ça, c'est des gens vraiment qui apprécient les nouvelles expériences, qui vont tenter, qui font vers découverte. Souvent, quand on est dans la conduite du changement, bah, ceux qui sont un peu les leaders du changement, les geeks, hein, quand vous avez aujourd'hui Apple qui sort une nouvelle technologie et que vous avez 2000 personnes qui attendent pour pouvoir acheter le dernier smartphone, bah, typiquement là, on est soit dans le profil orgueil, et on peut se poser la question de la raison pour laquelle les gens sont là, soit alors on est dans ce profil nouveauté. C'est-à-dire qu'on a des geeks, on a des gens qui veulent essayer, qui n'hésitent pas à aller découvrir un peu des nouvelles choses, et puis qui vont tenter, même si c'est des versions bêta, même si c'est là par exemple sur l'intelligence artificielle. On voit bien qu'il y a des gens qui vont tester tout de suite les solutions. Là, la dernière fois, tu avais fait une intervention sur l'IA. Et puis on se rendait compte que ceux qui avaient déjà testé ChatGPT, ceux qui avaient pris un abonnement à ChatGPT, et puis bah, ceux qui n'avaient même pas regardé ce que pouvait apporter l'IA dans leur métier, bon ben voilà, on a des profils qui sont forcément différents.
On va avoir le sécurité, on va avoir le nouveauté, on va avoir l'orgueilleux, enfin bon. Et on va retrouver finalement tous ces profils-là dans la vie quotidienne sur les différents sujets. Donc, ce côté nouveauté, effectivement, des gens qui veulent essayer. Et là, je viens faire un focus sur le marketing créatif. Moi, je me suis formé au marketing créatif il y a quelques années. Il y a quelques principes de base en marketing créatif qu'on utilise, et celui-là, c'est un principe de base, c'est que l'homme est un éternel insatisfait. Et je note ça, plus on utilise un produit ou un service, plus l'insatisfaction qu'il procure, elle augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, vous avez quelqu'un qui va utiliser un smartphone tous les jours, toute la journée, il va vite découvrir les éléments limitants du smartphone et il va commencer à vouloir en changer assez rapidement. Voilà. Alors que si vous prenez quelqu'un qui achète une trottinette et qui utilise sa trottinette une fois par mois, eh ben, avant qu'il mesure qu'il y a potentiellement des changements qu'il veut, eh ben, peut-être que ça va prendre 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Et donc cet aspect-là de nouveauté, eh ben, il faut l'adapter par rapport au profil du client. Et c'est très intéressant au regard de ses propres clients, c'est-à-dire que si on a des clients qui sont aujourd'hui dans un profil nouveauté et qu'ils utilisent nos services ou nos produits très régulièrement, eh ben on a intérêt à se poser la question, comment est-ce que je fais pour innover chez eux, pour eux, parce que sinon ces clients-là vont aller tester les autres et un jour je vais les perdre. Voilà. Donc c'est vrai que ce profil nouveauté est assez intéressant au regard de l'entreprise et finalement de faire. Et j'ai voulu insister sur la partie insatisfaction, parce que finalement, quand on fait un acte de vente, ce qu'on va essayer d'aller mesurer, c'est comment finalement satisfaire notre personne, la personne à qui on veut s'adresser, et potentiellement pour réussir à la satisfaire, c'est d'essayer de voir s'il y a une insatisfaction actuellement. Voilà. Donc cette question-là et cette petite phrase que j'ai notée, je l'ai notée à dessein. Et alors bien sûr, les mots-clés, design, brevet, caractéristiques uniques versus la concurrence, des formes innovantes, un nouveau service, des nouvelles fonctionnalités. Voilà, ça c'est des éléments qui vont interpeller les gens. Ensuite, on a le profil confort. Alors, le dessin qui est en haut à droite, là, sur la zone de confort, zone d'évolution, zone de risque, ça résume un peu finalement le profil. C'est des gens qui sont assez conservateurs, qui veulent pas forcément changer, et qui, pour changer, il faut que ça soit avec le minimum d'effort. Voilà. C'est des gens qui aiment des choses assez simples, des choses efficaces, qui n'aiment pas forcément la complexité, et ils veulent que les choses fonctionnent bien. Donc là, quand vous avez quelqu'un comme ça, en face, vous êtes nouveau fournisseur potentiel, et il a quelqu'un qui fait votre métier depuis des années, eh ben, effectivement, il faut que vous soyez particulièrement performant pour déceler justement les insatisfactions et voir ce sur quoi vous allez pouvoir travailler avec lui. Donc le Alors profil confort, justement, c'est justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que là, j'ai une question là, j'ai une première question bien sûr. où on me demande, bah, du coup, comment on fait pour déceler justement le type d'interlocuteur qu'on a en face de nous. Est-ce qu'il y a il y a des Alors, techniques? Est-ce qu'il faut poser des questions? Est-ce que, alors il voilà. faut, alors, Ou peut-être que tu en parles après d'ailleurs, mais bon, comme alors j'ai la je, question, je me permets. on peut en parler parce qu'effectivement c'est un sujet dont on parle comme ça de façon un petit peu récurrente. Mais je vais faire un focus dessus. En fait, là, on utilise cette technique-là, alors pas que dans le rendez-vous commercial. En revanche, si on l'utilise dans le rendez-vous commercial, comment est-ce qu'on fait pour identifier? Eh bien, effectivement, on pose des questions. Donc, il y a dans les phases du rendez-vous commercial, il y a une phase qu'on va appeler la phase de, alors, soit la phase de découverte, soit les phases qu'on appelle connaître et comprendre le client. Et en fait, dans cette phase-là, on va poser des questions. Souvent, on va essayer de poser 3 types de questions. On va poser des questions qui concernent le client ou la personne qu'on a en face. Alors souvent, on appelle ça en commercial plutôt la grille de décision. C'est-à-dire qu'on peut avoir en face un interlocuteur qui est le décideur, l'utilisateur, enfin bon, qui a toutes les casquettes, mais on peut avoir aussi un acheteur, on peut avoir un responsable R&D, on peut avoir le directeur commercial qui veut nous faire travailler. Donc on peut avoir des profils différents. Donc première des choses, on va essayer d'identifier qui on a en face de nous. La deuxième chose qu'on va essayer de comprendre, c'est qu'on va essayer de comprendre l'entreprise ou la structure. Alors, quand on s'adresse à des particuliers, ben, on va essayer de comprendre le foyer. Voilà. Et puis, quand on s'adresse à une entreprise, on va essayer de comprendre effectivement l'entreprise, quelle est la stratégie de l'entreprise, où est-ce qu'elle va.
Et puis ensuite, le troisième volet sur lequel on va identifier, c'est le projet. Et si donc vous vendez un produit ou si vous vendez une solution, et notamment par exemple du service, l'objectif c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait trouver, comment est-ce qu'on pourrait collaborer avec la personne. Et donc ça veut dire qu'on a prévu des questions. Donc on a prévu des questions sur, alors moi je suis consultant et je fais de la stratégie, donc je vais poser la question sur le développement du chiffre d'affaires. Je vais poser la question de savoir s'ils ont déjà travaillé avec des consultants. Et potentiellement, s'ils ont déjà travaillé avec des consultants, je vais leur demander de m'expliquer comment ils ont l'habitude de travailler avec les consultants. Quelle est la démarche et quel est le principe. Puis ensuite, je vais leur demander ce qu'ils aiment chez ces consultants-là. Pourquoi ils travaillent depuis des années avec eux. Quels sont les critères finalement où, au bout d'un moment, ils les ont choisis. Et puis ensuite, je vais leur poser la question en disant, bah ok, bah, si vous aviez une petite baguette magique et que vous aimeriez améliorer quelque chose dans la relation avec ce consultant, bah, qu'est-ce que vous changeriez. Et là, je vais essayer d'identifier si effectivement il y a une insatisfaction. Voilà. Et puis, si j'arrive à détecter une insatisfaction, je vais aller plus loin en essayant d'identifier quel serait l'impact de cette insatisfaction si elle grandissait. Et à partir du moment où j'ai identifié l'impact, je vais essayer de formuler avec la personne la solution idéale. Et bien ça, ce que je viens de vous décrire, c'est une méthode qu'on appelle la méthode SAFI, situation, avantage, faille, impact, et qui est extrêmement utile en fait en rendez-vous commercial. Donc quand on utilise le son casse, bah, effectivement, ça vient à l'intérieur d'une démarche commerciale dans lequel eh ben, il y a une phase de contact, il y a une phase de connaître, de comprendre, enfin bon. Et après, je peux vous dérouler la totalité. Mais donc, pour répondre à la question, ça se passe dans une phase de découverte si on est dans un rendez-vous commercial. Et je vais prendre un exemple d'un flyer. Si on n'est pas dans un rendez-vous commercial et que vous faites une diffusion, vous faites un post LinkedIn, vous faites un flyer, vous le diffusez, bah là, vous ne connaissez pas le profil de la personne. Donc, ce qu'on essaye de faire, eh ben, c'est de lister quelques arguments, un peu d'arguments nouveautés, un peu d'arguments confort, en fait, vous faites ce qu'on appelle du pistolet. C'est comme si vous preniez un pistolet à grenaille et en fait, on tire en se disant qu'il y a bien un plomb qui va finir par toucher la personne. Puisque j'ai envoyé du sécurité. Ah ben il n'est pas sécurité lui, mais j'ai envoyé du confort. Ah il est confort, je l'ai touché. Par contre, j'ai également touché celui qui est sécurité. Et ça me laisse comme ça une chance d'avoir plus de performance finalement dans l'outil commercial que j'ai envoyé. Voilà. Quand je suis en rendez-vous commercial, bah, je ne m'amuse pas à envoyer toutes les balles. Je vais d'abord comprendre le client, je vais identifier le profil, et puis ensuite, effectivement, je vais utiliser les arguments qui correspondent au profil que j'ai identifié. Voilà. C'est là où c'est hyper intéressant en communication, parce que Oui, quand on maîtrise l'outil, qu'on connaît bien son marché oui, et ses clients, en com, c'est redoutable, c'est parce que redoutable. on Oui. est quasiment sûr de faire mouche à chaque fois, en fait. Eh ben, en fait, là, ce que tu dis, moi, c'est ce que j'appelle le retour sur investissement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais de la communication. On dit que les flyers, c'est du 1 pour 1000. Bah, tu fais du flyer dans de la boîte aux lettres. Bah, nous, on avait fait une campagne avec une personne. Alors, on a vraiment réfléchi. Je peux même. C'est des gens qui faisaient du volet. On avait travaillé sur le flyer, donc le besoin du client, les problématiques qu'on avait identifiées. On avait découpé des bouts de volet qu'on collait sur les flyers et on les déposait de façon spécifique dans des maisons dans lesquelles on avait identifié que globalement la maison elle avait les caractéristiques idéales pour que le volet de l'entreprise puisse correspondre. Bon, eh ben, le retour du flyer, on était entre 35 et 36%. Et les gens nous Énorme. attendaient avec le petit morceau de volet en nous demandant ce que c'était que ce volet. Voilà. Enfin, ce que c'était que ce bout en disant c'est Ouais, quoi. Voilà. excellent. Donc là, tu te dis effectivement, t'as fait mouche. Voilà. Donc je reviens sur le confort, effectivement. Alors cette logique de confort et donc simplicité, service qualité, le gain de temps, la réactivité, la facilité d'utilisation, le plug and play, l'ergonomie produit. Il y a des secteurs d'activité. Moi, je travaille par exemple beaucoup en agroalimentaire ou même dans le BTP. Quand vous avez accompagné quelqu'un du BTP, bah, les gens ils sont contents. Et si en plus ils les connaissent, eh ben, c'est vrai que pour eux, c'est confortable de dire bah, tu connais mon métier, tu sais ce qu'on fait, tu vas pouvoir m'accompagner assez rapidement. Et donc, ils sont un peu dans la sécurité, dans le confort. Voilà, parce qu'on a les outils qui vont bien. Là, tout à l'heure, juste avant l'intervention, j'étais avec une entreprise du 05.
en fait, qui me disait ça, en me disant, Samir, mais tu connais les outils qu'on utilise? Je lui dis, bah oui, je les connais. Il me dit, bon, bah ça va. Voilà. Et effectivement, pour eux, c'est facile parce que du coup, vous pouvez vous intégrer, vos solutions peuvent s'intégrer. Ensuite, on a le profil argent. Alors, argent, ça ne veut pas forcément dire économie. Hein, c'est pas forcément dire low cost, Pas cher, pas cher, pas pas cher. cher. Voilà. Il y a des gens effectivement qui sont sur les logiques d'achat pas cher. D'accord. Quand on répond à des marchés, quand c'est le prix qui peut faire foi si vous avez des demandes qui sont vraiment pris, mais ça veut dire que ma cible n'est pas la bonne. Voilà. Si aujourd'hui je construis un site e-commerce, que moi je construis des sites entre 10 et 15, 20, voire même plus, et qu'aujourd'hui la personne m'appelle en me disant, écoutez, moi j'ai un budget de 500 euros, est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Voilà, vous souhaitez acheter ou vous souhaitez rouler à 250 km/h sur autoroute avec un véhicule de prestige. Bon, eh ben, si vous avez que 20 000 euros, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, souvent, c'est des gens, effectivement, une fois qu'on a éliminé cette logique de budget, alors on va parler plutôt rapport qualité-prix et retour sur investissement. C'est des notions qu'ils comprennent et qu'ils écoutent. Voilà. Donc quand on est dans le budget, et ben derrière, effectivement, c'est ces éléments-là sur lesquels on va pouvoir discuter. Et des fois, et là je reviens notamment sur des objections qu'on peut avoir, hein, des objections comme c'est cher. euh, il y a des méthodes aussi pour répondre à des objections. Alors encore une fois, c'est des méthodes commerciales qui permettent d'identifier si vraiment c'est cher parce qu'il n'y a pas du tout de budget, que c'était pas du tout envisageable et qu'il n'y a pas de discussion possible, ou si alors il y a quand même des discussions possibles parce que le c'est cher, c'est pas l'objection initiale. Voilà. C'est cher parce que moi, j'avais prévu 2000 euros ce mois-ci. Votre solution est à 4000. Ah, par contre, maintenant que vous venez de me dire qu'on peut l'étaler sur 10 mois, bah, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, dans les techniques d'objection, ça se travaille. Voilà. Et Et en d'ailleurs, je ce vous invite moment, à regarder, on a fait deux masterclass, une en début d'année dernière, enfin en tout cas fin 2023, et une autre, je crois que c'était en février, sur justement comment traiter les objections. C'était la première masterclass. Et puis une deuxième sur comment défendre son prix et sa marge, notamment la fameuse objection. C'est cher, donc là je vous invite sur la chaîne YouTube, pour ceux que ça allez la pourrait regarder. intéresser, à Eh aller ben, les revisiter. C'était hyper intéressant avec Arnaud Ciel. On oui. a bien rigolé. Bah voilà. Et c'est vrai alors souvent quand on est dans ces logiques-là, je note là, je donne une matrice de contrepartie concession. Vous voyez, ce matin j'étais Ouais. avec un client où on était en train de construire la matrice, en lui disant, il travaille aujourd'hui avec des grands comptes, et il me disait, Samir, alors on regardait l'analyse de ses devis et de la rentabilité, il avait une rentabilité qui était intéressante, il me disait, mais je sais que je vais aller à la discussion. Donc on a commencé à travailler sur ce qu'on appelle la matrice alors c'est une matrice MAC, contrepartie et concession, sur lequel on va définir ce qui est facilement acceptable et quelles sont les contreparties en face, celles qui sont un petit peu moins acceptables, et puis alors celles qui sont inacceptables. Et en fait, l'intérêt de rentrer dans une discussion comme ça, c'est que quand vous savez déjà ce qui est inacceptable, vous ne pouvez pas vous faire avoir. Voilà. Parce que dans l'euphorie d'une vente, hein, parce que là, on parle de vente, mais il y a des accès là-dessus quand on parle un petit peu négociation. On est sur de la négociation. Vous pouvez négocier avec des centrales d'achat, avec des enjeux qui sont extrêmement importants financièrement. Et là, on rentre non plus dans de la vente. Là, les gens doivent maîtriser les process de vente. Là, on rentre dans des process de négociation. Donc argent et effectivement quelques mots-clés. Alors le gain, le rapport qualité-prix, les économies sur long terme, des gens qui vous demandent de remise. Voilà, ça c'est des choses sur lesquelles il faut être attentif. Sympathie. Alors contrairement à ce que tout le monde croit, parce que les gens vous tutoient, c'est pas forcément qu'ils sont sympas dans le son casse. La sympathie, c'est plutôt des gens qui fonctionnent dans une relation partenariale et souvent une relation de confiance qui va être réciproque et qui va être durable. Donc ça, c'est des gens qui voient toujours très loin dans la façon dont vous allez travailler avec eux. Voilà. Donc ça, c'est un profil qui est intéressant quand on a plutôt dans nos métiers de consultant où on fait du conseil, où on fait de l'accompagnement, pour certains qui vont faire du coaching, bah, c'est vrai que c'est des dimensions, quand on a des gens qui sont capables de s'inscrire dans la durée, bah, c'est vrai que pour nous, c'est assez intéressant. Voilà. Et j'ai même insisté là-dessus en disant trouver la meilleure solution pour le client quand on est dans une relation, une vraie relation commerciale, mais commerciale bienveillante, dans laquelle on essaie vraiment de répondre à une problématique, si vous identifiez que la problématique, en réalité, eh ben, la solution, c'est pas votre solution,
eh ben moi je conseille de ne pas vendre. Il vaut mieux dire à une personne, écoute, non, tu sais quoi là, en fait, non, ce dont tu as besoin, c'est pas ça, c'est plutôt ça. Bon, ben c'est pas moi, dommage. Par contre, je te conseille plutôt cette solution-là. Et ben ce client-là, il s'en rappellera. Et le jour où effectivement il aura identifié qu'il y a un vrai besoin qui correspond à ce que vous êtes capable de faire, il vous rappellera. Voilà. Donc ça, c'est à garder. Donc quelques exemples. Alors les gens qui vous posent la question de fidélité, de client historique, de confiance, d'équipe, d'humain, de bienveillance, d'honnêteté, ça, c'est des mots qui vont revenir dans la discussion, que vous pouvez utiliser et qu'en face, ils vont utiliser, et effectivement, qui sont assez prégnants et assez forts. Et puis on a cette nouvelle dimension de l'environnement, alors qui est assez importante. Alors pour les entreprises qui sont dans le bio, c'est quelque chose qui est aujourd'hui quasiment naturel. On a des clients qui sont dans le bio, qui vont dans l'éthique et qui vont très très loin dans la logique d'éthique et qui vont vraiment regarder des choses assez importantes. Et donc l'objectif, c'est finalement de rassurer les gens sur cet impact écologique, sur le fait qu'on a des solutions qui sont éco-responsables et qu'on a la capacité, qu'on fait des choses. Moi, c'était arrivé une fois d'un client où on a discuté un jour de mes démarches environnementales au sein du cabinet. Et quand il a découvert ce que je faisais, il m'a dit, mais pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? Et je lui dis, bah, parce qu'à l'époque, tu n'étais pas prêt à entendre, en fait. Donc moi, je le fais, pas pour le... Mais aujourd'hui, comme je sais que ton oreille, elle est... Ça y est, vous avez fait un cheminement vous-même par rapport à la démarche. Ils étaient en train de rentrer dans un dispositif CEDRE. Et ben, je lui dis, écoute, bah, maintenant que tu rentres dans CEDRE, je vais t'expliquer, moi, ce que je fais sur ces dimensions-là. Et on peut même voir comment est-ce que toi, tu pourrais. Voilà. Et puis alors, ben, on a des marchés co-responsables. Des fois, il y a des normes ISO, il y a des normes qui sont spécialisées dans l'environnement, des marches éthiques. Est-ce que vous avez, quels sont les ingrédients que vous avez en agroalimentaire, c'est vrai que c'est des dimensions qui sont assez importantes. Voilà. Donc ça, c'est finalement l'intégralité de tout ce qu'on peut, en tout cas, dire assez rapidement, pour l'instant, en tout cas, sur l'acronyme et sur le SONCAS. Alors, maintenant, à quoi ça sert? Alors, la raison principale, a priori, hein, quand on est dans une démarche commerciale, c'est quand même de passer un deal et de passer un accord. Voilà. Mais quand on a dit ça, en fait, on est relativement limité. Donc moi, j'ai tendance à dire, en réalité, ça sert bien évidemment à se préparer, parce que c'est quand même mieux d'arriver à un rendez-vous en se préparant. D'accord? On ne va pas à la guerre sans armes et sans munitions. Hein. Bon, j'aurais pas dû choisir ça en ce moment, mais voilà. Mais c'est vraiment ça. Ça sert à comprendre aussi, c'est-à-dire de se dire à un moment donné, le fait de travailler, je comprends que les personnes qui sont en face de moi, elles ont des attentes. Ça permet de se faire comprendre parce qu'on a travaillé, que du coup, vous verrez, on a travaillé des arguments et du coup, ça permettra de mieux argumenter. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on construit le son casse? Ça, souvent, c'est le gros. J'ai le cas d'un client, on a travaillé sur le son casse, je vais expliquer. J'ai commencé à lui écrire la matrice que je vous ai faite, que je vais vous montrer, là, que je vous déroule. Et puis, en fait, il m'a renvoyé un mail en me disant, bon, Samir, on devait travailler sur le son casse, mais tu sais quoi, on n'y arrive pas. Je vais t'attendre pour pas qu'on fasse de bêtises. Et effectivement, sur la séquence d'après, eh ben, on a travaillé sur les arguments. Euh, on n'a pas encore élaboré, vous verrez toutes les preuves, mais on a commencé à travailler sur les arguments. Alors, comment on fait? Je prends un tableau Excel, assez simple, d'accord, dans lequel je fais plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Donc d'un côté, je marque effectivement les mobiles d'achat, hein, comme ici, voilà, mobile d'achat, donc sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent. Et puis, je vais commencer à faire une première case au moins qui va s'appeler la case argument. Euh, et puis, je me suis rendu compte que quand je disais ça aux clients, ils n'étaient pas suffisamment prolixes. C'est-à-dire que ils avaient une ou deux idées, mais ça suffisait pas. J'ai commencé à leur mettre plus d'éléments en disant, non, il faudrait que tu mettes un argument. Alors, un argument marché, un argument technologique, un argument financier, un argument pédagogique sur le process. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est mis à développer, je me suis mis à développer quelques obligations, et notamment, alors, quelques obligations entre guillemets, c'est vraiment juste pour aider. Et en fait, j'ai commencé à faire ça en disant, tu prends le son casse, et puis tu vas faire entreprise, produit, service, toi le commercial, avec des cases. Et puis tu vas essayer de répondre en disant, ok, tu as quelqu'un qui a besoin de te rassurer, qu'est-ce que tu peux lui dire sur ton entreprise? Je peux lui dire que mon entreprise, elle a été créée à 10 ans. Ok, on va écrire, ton entreprise a été créée à 10 ans. Ensuite,
eh ben, je peux lui dire que moi, j'ai fait une formation de coaching certifié. Ok, bah, tu notes, moi, j'ai fait une formation de coaching certifié. Et en fait, l'objectif, c'est d'essayer au début de faire un brainstorming sur un maximum d'arguments qu'on est capable de lister, sans se poser d'autres questions. Qu'est-ce que tu peux dire? Et puis, bah, comme ça permet de lister. Alors, le fait de mettre marché, technologie, gestion, pédagogie, entreprise, produit, service, et puis moi, le commercial, ça permet juste d'aider les gens à produire des choses, d'accord? Et à être le plus créatif possible. Bon. Une fois qu'on a posé tout ça en termes d'arguments, eh ben, je vous ai mis et la preuve. Voilà. Quand on fait du commercial et quand on se prépare, en fait, on va travailler sur l'argumentation. Il y a une méthode qu'on appelle la méthode, alors la méthode ABP, la méthode CABP, qui veut dire avantage, bénéfice, preuve, argument, bénéfice, preuve. Pour pouvoir démontrer que ce que vous êtes en train de dire, et là par exemple je dis ma technologie panneau solaire plus récent, alors excusez-moi, une faute d'orthographe, plus récent avec 30% de retour d'investissement, ok, et ben comment tu le démontres ça? Voilà, parce que tu le racontes, et donc si tu racontes des choses que tu n'es pas capable de démontrer, moi j'appelle ça du blabla, le blabla on l'élimine. Voilà. Tu ne conserves que des choses que tu es capable de démontrer avec des preuves. Donc, il faut construire les preuves. Et là, c'est là que pour le coup, bah, je voulais faire une petite digression quand même sur la communication, parce que même la construction de la preuve, elle est importante. Alors, tout le monde connaît cet élément-là, sur les biais de la communication. Aujourd'hui, si je demande aux gens qu'est-ce que vous voyez sur la figure de gauche, eh ben, certains vont voir la jeune femme, d'autres vont voir la personne âgée, d'autres vont voir que la personne âgée, d'autres sont capables de voir les deux. Peu importe, il y a plein de gens, et des fois dans une classe, moi je le fais même, là je, je le fais à la fac, mais quand on fait des formations en vente, alors j'ai d'autres éléments. Et tout ça, en fait, ça s'explique par l'image de droite, dans lequel on a deux hémisphères, un hémisphère droit, un hémisphère gauche. L'hémisphère droit, c'est, comme vous le voyez ici, c'est plus tard l'hémisphère de l'émotion, de tout ce qui est conceptuel, de l'image. Et l'hémisphère gauche, c'est plutôt l'hémisphère de la raison. Et donc les gens, en fonction de leur culture, en fonction de leur histoire, en fonction de leur formation, en fonction de leur éducation, en fonction de leur pays, eh ben, effectivement, ils ont tendance à faire travailler soit un hémisphère de façon plus importante, soit l'autre, soit alors les deux de façon équilibrée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, ben, quand je vais m'exprimer, ou quand je vais voir et quand je vais entendre quelque chose, non seulement moi, je vais avoir tendance à comprendre ou à ne pas comprendre, à interpréter ou à ne pas interpréter, mais mon client, de la même façon, il va le faire. Donc, première chose, c'est d'être conscient qu'on a effectivement cette problématique-là. La deuxième, qu'on garde dans la communication, c'est la notion du coup d'interprétation. Et là, je vous ai pris un exemple concret. Dans une salle, vous pouvez vous amuser à poser des questions. Le mot batterie, ça vous fait penser à quoi? Je roule vite, ça vous fait penser à quoi? Je me lève tôt le matin, ça vous fait penser à quoi? Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, on a tous des filtres et on va interpréter ce qu'on nous donne. D'accord? Donc, si je pose une question, que la personne interprète ma question, qu'elle me répond, que j'interprète sa réponse, bah, j'ai intérêt à essayer de faire des allers-retours de plus en plus détaillés et précis pour être sûr que non seulement moi j'ai compris son besoin, mais que de l'autre côté, j'ai également qu'elle, elle a également compris la réponse et l'argument que je viens de lui donner. Parce que si je lui donne un argument qu'elle ne comprend pas, bah, je risque de me prendre une objection, ou alors tout simplement, elle ne va pas acheter mon produit parce qu'elle n'a pas compris. D'accord? Troisième élément qu'on utilise également, c'est ce qu'on appelle la déperdition de l'information. Globalement, entre ce qu'on veut dire et ce que la personne réellement répercute, intègre, comprend et va mettre en œuvre, on passe de 100% à 30%. Voilà. Et ce qu'on met là, c'est l'essentiel finalement, c'est pas ce qui est dit, mais c'est ce qui est perçu et c'est ce qui est répercuté par le client, ce qui va le mettre en action. Bon. Eh bien, on se rend compte que, avec tous les travers, si on veut être sûr qu'à un moment donné, les messages principaux passent, eh bien, on se dit que les messages essentiels qu'on va essayer de passer pendant la discussion, il faut les répéter 3 fois et potentiellement de façon différente pour s'assurer que la personne, elle est potentiellement compris. Et bien évidemment, comme c'est un échange, on va lui dire j'ai dit ça, vous avez compris, tu peux répéter. Alors quand on est en formation, c'est facile. Je viens d'expliquer quelque chose, tu peux répéter.
Ah ben non, j'ai pas bien compris. Ok, donc je répète. Quand c'est en formation, c'est facile. Mais quand vous êtes en discussion, en négociation, bah, c'est pas forcément évident de demander à la personne, bon, tu peux répéter ce que je viens de dire. Donc, il faut le faire de façon intelligente. Voilà, en disant, bon, et puis, c'est valable pour elle, mais de la même façon, c'est valable pour moi. Quelqu'un qui va parler pendant une demi-heure, et moi, je suis en train de prendre des notes sur ses besoins ou sur sa problématique, si à un moment donné, je ne l'interromps pas et je ne recommence pas, je ne répète pas ce qu'il dit, bah, il y a des chances que je perde énormément d'éléments et donc je ne sois pas capable de le convaincre. Voilà. Donc il y a cet élément-là de la déperdition. Et le troisième volet, bah, c'était cet élément-là sur l'émission et la réception du message, en disant que finalement, on a souvent des perceptions qui sont erronées. Et là, pour le coup, eh ben, dans un message, la voix, l'intonation, le rythme, le débit, c'est 55% de la réception du message. Les gestes et les mimiques, c'est 38% du message. Et les mots, ce n'est que 7% du message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai bien travaillé mes arguments, mais que j'arrive pas à m'exprimer, à les expliquer, à interagir avec la personne, eh ben finalement, elle n'entendra pas, elle ne comprendra pas. Voilà. En gros, si vous avez de très très bons arguments, mais vous êtes un très très mauvais communicant, ben vous avez très très peu de chances de pouvoir convaincre les personnes. Voilà. Donc ça, c'est finalement trois, quatre éléments sur lesquels on vient travailler du coup sur les preuves qu'on va pouvoir constituer. Et donc par rapport à ça, j'ai voulu vous mettre quatre exemples de clients que vous pourriez rencontrer hein, en les modélisant, en faisant un modèle type. Alors encore une fois, c'est de la modélisation, hein, donc il faut pas prendre ça sur l'argent comptant. Mais je prends un premier cas, voilà, quelqu'un qui est rationnel, qui va vous poser des questions en vous disant oui, ok, mais combien, c'est quoi les résultats, quand est-ce que vous pouvez, attendez, faites voir votre graphique, c'est quoi? Eh bien ça, c'est des gens effectivement qui sont plutôt des rationnels. On va pouvoir même imaginer que le bureau est rangé, voilà, là c'est vraiment une situation. Et puis ben, derrière, on a tendance à dire, encore une fois, alors ça va être des comptables, des administratifs, des financiers, mais en réalité, la vie professionnelle, peu importe, c'est de se dire, attention, moi je m'attache à la première des choses, c'est-à-dire ça. Euh, il m'a posé des questions, c'est bizarre, ces questions étaient à chaque fois sur des chiffres et sur du quantitatif. Je ne vais pas lui répondre sur du visuel et de l'esthétique. Il faut bien que je lui réponde sur du quantitatif. Voilà. Et donc, je peux vous le dérouler de la même façon. Donc, vous avez les rationnels, vous avez ce qu'on appelle l'affectif, où là, bah, ça va être effectivement plutôt de l'émotion et de la conceptualisation. Ça, c'est des gens, par exemple, vous êtes en train de discuter avec eux, et puis à un moment donné, ils prennent du recul comme ça, et puis ils commencent à regarder sur le côté gauche en haut, et puis à commencer à se projeter en disant, bon alors attendez, si vous me livrez ça, donc moi je pourrais faire ça, et en fait qui commencent à réfléchir. Et ben voilà, typiquement, ça c'est des gens qui peuvent être soit dans l'affectif, soit dans du conceptuel. D'accord? Vous avez l'actif, où là les gens qui veulent aller très très vite, qui vont vous donner des timings, qui vont faire des choses assez rapides. Et donc ça veut dire de la même façon que, et là, on revient dans le rendez-vous commercial. Si vous avez prévu un rendez-vous d'une heure et puis la personne vous dit au bout de 10 minutes, bon, plus vite, là, plus vite, bon, bah, vous pouvez vous laisser déstabiliser ou alors vous pouvez juste comprendre que, bah, effectivement, ça, c'est une personne qui gère 350 dossiers en même temps et donc, bah, peut-être qu'il faut retravailler votre façon d'aller plus rapidement dans la démarche commerciale. Et puis enfin, vous pouvez avoir ce qu'on va appeler le conceptuel. Voilà. Ou pareil, alors je vous ai donné finalement quatre cases un petit peu différentes, avec des gens qui sont plutôt hémisphère droit et des gens qui sont plutôt hémisphère gauche. Et ça vous permet de dire que finalement, avec tout ce qu'on vient de voir, eh ben, il y a tellement de situations qui sont différentes que bah, on essaye, en construisant les preuves, eh ben, d'essayer de construire des preuves bah, qui vont intégrer du texte, de l'image, des chiffres, euh, qui peuvent être des éléments physiques voilà, vous vendez des étiquettes, ben vous amenez des étiquettes, vous vendez de l'alimentaire, vous ramenez un échantillon, vous faites des études, et ben vous ramenez un exemple d'étude que vous avez réalisé en masquant les choses, c'est-à-dire que finalement, vous essayez de vous dire, j'ai une preuve, et est-ce que je peux la décliner de façon à ce qu'elle corresponde à quelqu'un qui fait du visuel, ou est-ce que je peux le faire de façon à quelqu'un qui fait du texte et du chiffre? Et pour Ça s'est perdu le physique un peu, hein, mais c'est excellent. tu sais quoi, Non? tu ramènes en alors en agroalimentaire ou dans des secteurs, dans la chimie et tout,
il y a beaucoup d'échantillonnages qui sont faits, mais en agroalimentaire, tu fais de la glace. Moi, je travaille avec une entreprise qui fait de la glace à Marseille. Bah, tu ramènes un échantillon de glace, tu fais goûter ta glace. Si tu sais qu'en plus elle est bonne, bah, le travail, je vais pas dire Il qu'il est, est fait, mais oui, déjà, tu as fait une presque. grosse partie du Bien travail. sûr. Voilà. Bah ouais. Donc, effectivement, ces éléments-là sont extrêmement importants. Voilà. Et pour la preuve, c'est que quand j'ai fait mon support, vous pouvez voir que j'ai essayé de travailler systématiquement avec du texte et du visuel. Pourquoi? Parce que l'ensemble des gens qui sont là en face, moi, je ne les connais pas. Et donc, j'essaie de me dire qu'à un moment donné, pour que mon message soit perçu, bah, il y en a qui vont regarder ce que j'ai écrit, il y en a d'autres qui vont regarder les images, il y en a d'autres qui vont peut-être sourire, il y en a d'autres qui vont se retrouver dans l'agroalimentaire, etc., etc. Et en fait, à chaque fois que vous travaillez, vous essayez d'avoir cette logique-là en se disant, j'ai travaillé sur des preuves, mais je travaille sur des preuves qui ont des chances d'aboutir. Voilà. Et je reviens là sur finalement l'objectif du Soncas, de comprendre et de convaincre. Et je vous ai mis ce petit graphique. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je l'ai trouvé pas mal dans un livre que j'ai lu. C'est un livre pour la communication non violente là, de Thomas Danzambourg, en fait, qui fait ce ratio-là entre deux personnes qui communiquent en disant, ben voilà, l'expression, alors lui, il n'utilise pas le commercial, hein, mais moi, je l'ai retranscrit effectivement sur cette logique-là, c'est dire au début de la relation, on est plutôt dans une zone de méfiance, on ne se connaît pas, et puis on va commencer à s'apprivoiser, à se comprendre, et effectivement, il faut que bah, le commercial, il fasse un effort, mais le client aussi, s'il a un besoin, il faut qu'il fasse un effort pour essayer de comprendre, et finalement, on va migrer d'une zone de méfiance à une zone de confiance, et quand on est dans la zone de confiance, eh ben effectivement, là, les arguments ils vont pouvoir s'exprimer. Et là, si vous avez travaillé, si vous avez bien préparé, ben vous avez des chances effectivement d'arriver à un deal. Voilà. Donc après, finalement, le son casse, eh ben, on peut l'utiliser, bien sûr, dans le rendez-vous commercial, ce qu'on dit là, notamment à travers le fait de me préparer et puis de travailler là, sur la totalité des preuves. Je peux l'utiliser en communication. Et là, pour le coup, en communication, eh ben, ça veut dire que je ne connais pas la personne à qui je vais m'adresser. Je ne sais pas si elle est sécurité. Je ne sais pas si elle est orgueil. Par contre, je peux vouloir toucher un maximum de gens. Et donc là, je reprendrai mon pistolet à grenaille. Maintenant, je peux vouloir aussi ne toucher qu'une sorte de catégorie de personnes qui ont un profil en particulier, parce que ma solution, elle s'adapte bien à des profils sécurité, par exemple. Donc, je vais insister sur les problématiques qu'il peut y avoir dans l'environnement, dans le marché, sur les technologies. Et je sais que je fais venir à moi que des gens qui ont besoin d'être rassurés. Parce que ma solution, elle est potentiellement particulièrement pertinente. Ou alors, je vais reprendre le cas de l'argent. J'ai une solution, j'ai un logiciel informatique qui est particulièrement performant et qui est vraiment extrêmement abordable, eh ben, je vais le dire. C'est-à-dire que je vais plutôt faire de la communication en disant j'ai un rapport qualité-prix qui est imbattable. Mettez-moi au défi. Voilà. Et donc là, effectivement, les gens y viennent. Vous faites en plus une solution dans laquelle ils ont la possibilité d'avoir du freemium. Et derrière, eh ben, vous savez que vous avez la possibilité d'avoir énormément de gens qui viennent. Voilà. On peut l'utiliser en prospection téléphonique, bien sûr. Je me suis même amusé à l'utiliser pour des gens qui étaient dans le recrutement en leur expliquant, notamment les gens me disaient, ça m'est arrivé de faire le sparring partner pour des gens qui recherchaient du travail, en fait, où moi j'étais l'entreprise qui recrutait, et les gens arrivaient, ils étaient stressés. Alors on leur explique effectivement qu'ils ils sont là pour se vendre, et puis je les ai déstressés en leur disant, bah, écoute, je t'explique, moi je suis DRH d'un grand groupe, hier mon patron m'a reçu, et il m'a expliqué que c'était le quatrième recrutement que je ratais, et si ce recrutement je le rate, il me licencie. Et là, je leur disais, bah alors qui c'est qui est le plus stressé, c'est toi ou c'est moi? Voilà. Et ça les permet de détendre. Et en fait, quand on vient travailler sur cette logique de son casse, sur de la méthode commerciale, sur les 4x20, enfin sur tout un tas de choses, on se rend compte qu'effectivement, le son casse, on peut aussi très très bien l'utiliser dans finalement les techniques de recrutement. Et d'ailleurs, quand on recrute des commerciaux qui sont particulièrement bons, il faut faire vraiment attention dans le recrutement. Et après, j'allais dire finalement dans toutes les occasions de la vie, parce que ça peut être de l'achat, ça peut être de la vente, ça peut être de la négo, ça peut être de la séduction, enfin, ce qu'on veut, voilà, Bah, c'est la avec relation humaine, donc c'est c'est de tiens, la tiens, relation humaine. Et c'est une grille de code de lecture comportementale il quelque y a un part. mot en fait que j'ai pas mis, qui est un mot important, c'est le mot empathie.
Voilà. bien sûr. L'empathie, quand on est finalement dans la compréhension de l'autre, eh ben, on arrive à identifier ses besoins profonds. Et à ce moment-là, si on est capable d'y répondre, eh ben, on va lui mettre en avant les éléments qu'on a et on va essayer de le convaincre avec l'ensemble des preuves qu'on a réunies. Voilà, j'ai essayé de faire un peu le tour. J'ai Non, pas c'est fait super. attention au timing. Ah, Alors magnifique. j'ai. Non, 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 c'est super, Samir. Donc Merci s'il y a des, beaucoup. voilà, s'il y a des petites questions, réponses. Oui, alors j'ai non, j'ai quelques questions, mais j'essaie hein, de les synthétiser, notamment à travers une question. Est-ce Alors que j'écoute, donc je vous profite. tu as présenté là dans ta conférence un modèle pour construire son casse Tout à fait. avec un tableau où tu as mis notamment les arguments, les preuves, etc. Oui. Est-ce que ça c'est un modèle type que toi tu préconises? Est-ce qu'il existe différents modèles? Est-ce qu'on peut faire son propre tableau personnel? Voilà. En gros, qu'est-ce que tu conseilles dans la construction du son casse Alors, ben voilà, pour qu'il soit le plus efficace possible alors, pour les pour qu'il personnes qui soit souhaiteraient le mettre en place. alors, c'est très simple. Soit vous avez des gens qui sont extrêmement créatifs et prolixes, qui sont capables de te sortir 250 arguments sans être obligés de se mettre des structures et ça. Si c'est le cas, bah, il n'y a aucun problème, il utilise sa méthode. Le seul élément ensuite, c'est qu'il reprend les 250 arguments qu'il a lissés et à chaque fois qu'il constitue les preuves. Voilà. S'il n'arrive pas à constituer de preuves, alors quand je dis constituer, ça peut être il faut que je travaille sur un document, il faut que je demande des références clients, il faut que. Mais s'il se dit cet argument-là, je peux le prouver, il le conserve. S'il ne peut pas le prouver, il l'élimine. Voilà. Euh, mais au regard de mon expérience aujourd'hui depuis 15 ans, cette méthode de construction des arguments, elle permet d'avoir suffisamment d'arguments pour être capable de construire ce que je vais appeler moi un book commercial, en tout cas de construire finalement une argumentation qui tient la route. Voilà. Et je l'ai utilisé alors je l'ai utilisé pour des petites structures, mais je l'ai utilisé aussi pour des grands groupes. Voilà. Et j'ai même travaillé Alors, avec des agences de communication qui développaient des outils, des boucles de vente pour des forces de vente commerciales de multinationales. D'accord? Où bien j'aidais l'agence sûr. de communication à formaliser des argumentaires et à les structurer. Alors, il y a une question qui peut potentiellement va pas te plaire, mon Bien cher sûr. Samir. Bon, bah, à l'heure de l'intelligence artificielle, forcément, est-ce que voilà, un outil comme ChatGPT, ça permet, selon toi, de construire des sans-casse Ah bah, efficaces ou ça nécessite quand même forcément d'y revenir bah, et d'approfondir? alors, Ou toi, tu l'as déjà sincèrement, utilisé peut-être, je oui, sais pas. moi je l'ai utilisé. Ouais. Moi, je l'utilise même quand on va. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à l'utiliser quand on est une agence, notamment sur la partie communication. Moi, je l'utilise quand je vais rechercher de l'information. On peut l'utiliser sur l'argumentaire. La seule limite pour moi, c'est alors il faut essayer de l'utiliser. D'abord, il faut essayer de l'utiliser parce qu'on peut définir le marché, le secteur d'activité et donner les grandes lignes. On peut l'utiliser pour aller essayer d'aller voir les concurrents et récupérer de l'information des concurrents et finalement se challenger par rapport à ces concurrents. Et puis après, ben, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, il y a quand même besoin d'avoir une relecture. Elle ne connaît pas votre entreprise aussi bien que vous-même. C'est Elle ça. ne vous connaît pas aussi bien que vous-même. Donc, tout ce qui peut permettre de vous faciliter le travail, il faut l'utiliser. On n'est pas fou. Enfin, on parlait de la dernière fois de l'intelligence artificielle. Moi, je l'utilise au quotidien maintenant. Voilà. Ça me Bien permet d'aller sûr. plus vite sur certaines choses. Maintenant, je sais que j'ai besoin de faire une relecture, de réappréhender, de retravailler dessus. Voilà. Peut-être que dans un an, dans 2 ans, elle aura tellement évolué, elle nous connaîtra tellement bien qu'elle sera capable de faire l'argumentaire. Elle fait déjà de la prospection automatisée, elle répondra, elle sera. Enfin, c'est sûr que l'intelligence artificielle aujourd'hui travaille. Voilà. Mais elle vous connaît Alors, pas malgré mais tout non, si c'est ça. bien. Bien. Ce qui est certain, c'est que l'IA, elle se base sur de la data et donc et ce qu'on appelle de l'entraînement. Oui, Donc, plus elle a de l'information sur votre entreprise, plus elle sera pertinente pour vous aider, tout à typiquement fait, dans la construction du son casse. tout à Et fait. l'inverse est aussi vrai. Voilà, si vous partez d'une feuille blanche, elle ne va pas forcément produire grand-chose. Donc, toute la question, c'est comment je l'entraîne et qu'est-ce que je lui mets en input pour l'aider à produire le meilleur. C'est exactement ça. Voilà. C'est vrai que c'est le. En fait, de toute façon, dès qu'on arrive à trouver finalement une solution qui nous permet d'être plus efficace, il faut l'utiliser, hein. Voilà. Là, moi, je vous donne une méthode qui fonctionne, qui permet de générer suffisamment comment dire, d'input et d'argumentaire. Et je peux même aller plus loin. Vous prenez la structuration.
Parce que, et ça, je retiens ça d'un atelier que tu as fait. Aujourd'hui, ce que je fais, et j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est-à-dire que je donne le prompt. Je demande à ChatGPT de travailler sur son prompt et après je reprends son prompt et je demande à ChatGPT d'y répondre. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous dites à ChatGPT, j'ai une entreprise qui fait ça, vous expliquez le contexte. Vous lui dites, j'aurais besoin de travailler sur un argumentaire dans la logique du son casse. Pourrais-tu me sortir les argumentaires de la logique son casse? Et puis derrière, potentiellement, commencer à travailler sur des preuves. J'aurais besoin de preuves qui contiennent du texte, du chiffre, de la photo. Et puis vous allez voir ce qu'il va vous produire. Et puis, bah, ça vous fait une base. Il a peut-être fait 30 ou 40 ou 80% du travail. Et bah, tant mieux, il vous reste plus que 20 à faire. Et vous avez gagné du temps. Voilà. Donc Bien ça, sûr. et là, pour le coup, je remercie Olivier sur le conseil qu'il avait donné sur faire travailler ChatGPT sur son propre prompt. Ça, j'ai trouvé ça excellent. Et ça m'a permis d'ailleurs de faire des cahiers des charges pour des études de marché. Enfin, c'est génial. C'est génial. Ah bah oui, oui, oui. Bah, tu sais, nous les Donc oui, commerciaux, on est il des faut feignants, hein, l'utiliser, donc on bien fait sûr. travailler les autres, hein. Oui, oui, oui. Ce qu'il Bah, justement, en faut, parlant, juste le seul élément, et je vais mettre un bémol là-dessus, c'est que si vous ne faites pas l'effort intellectuel de réfléchir au son casse, quand ouais, vous allez arriver en rendez-vous, votre cerveau n'aura pas l'habitude d'appréhender finalement le son casse, vous n'aurez pas l'habitude de comprendre et d'aller chercher la question, et en fait, ben, comme vous n'avez pas galéré, eh ben, vous ne serez pas aussi ouais, tu bon que l'auras pas quand vous avez intégré. galéré. Voilà. Mais Donc bien si sûr, vous, évidemment. voilà. Donc, si vous pratiquez, vous vous obligez, eh ben, effectivement, après, vous vous aidez de ce qui peut vous aider pour aller plus vite. Oui, bien sûr, on n'est pas fou. Non, non, mais c'est clair. Ben justement, en parlant d'intelligence artificielle, ça sera le sujet de notre prochaine masterclass, mon cher Laurent. Alors on va en profiter pour faire un petit update des dernières nouveautés parce que depuis notre dernière masterclass, forcément, ça va tellement vite, il y a eu des nouveautés. Et puis, on fera surtout un focus sur l'automatisation de ChatGPT, puisque aujourd'hui, on peut, notamment dans la vente, le marketing, la com, automatiser beaucoup de processus et donc gagner beaucoup de temps. On verra donc tout ça ensemble avec Laurent la semaine prochaine sur ChatGPT et l'automatisation, notamment dans la production de contenu. Vous allez voir, c'est assez bluffant, c'est à la portée de tout le monde, puisqu'on utilise ce qu'on appelle des applications no-code pour y parvenir. Donc Samir, encore une fois, un grand merci. On vous Merci donne à toi. rendez-vous la semaine prochaine, mardi à 17h avec Laurent pour parler automatisation de contenu à l'heure de l'intelligence artificielle. Super. Merci d'avoir participé. Merci à ceux qui vont nous voir en replay. Et puis encore une fois, si vous voulez aller plus loin avec Samir, n'hésitez pas à le contacter directement sur LinkedIn. Encore une fois, un grand merci. Bonne soirée. À bientôt. À Merci. bientôt. Bonne soirée à tous.